Je pense maintenant qu'en plusieurs années sur internet, le speedrun ne cache presque plus aucun secret pour vous. Des dizaines de vidéos YouTube racontent des speedruns aux objectifs toujours plus fous. Mais il y a sûrement très peu de runs qui arrivent à la cheville de ce que je vais vous présenter. Car le speedrun d'aujourd'hui n'a rien de normal. De la corruption de mémoire vive, de l'injection de code avec une manette et un changement de jeu en pleine partie, tout ce que je vous dis paraît dingue, mais derrière ces actions en apparence absurdes se cachent de profondes recherches dans le programme du jeu pour le terminer toujours plus vite, et je vais vous expliquer pourquoi ce speedrun de Paper Mario est une prouesse informatique. Avant de vous présenter la run, il y a beaucoup de points à poser et à expliquer pour que vous ne soyez pas perdu. Pour cela, il est nécessaire de faire un bond dans le passé et retourner 5 ans en arrière, en 2021. J'allais parler des événements de 2021, mais il n'y a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent. Par contre, du côté de Paper Mario 64, ça a démarré très fort. Paper Mario est un jeu sorti en l'an 2000 sur Nintendo 64, et contrairement aux autres jeux Mario de sa console, c'est un RPG dans la lignée de celui sur Super Nintendo, mais dans un monde de papier, donc avec des éléments de papier. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Paper Mario a une bonne communauté de speedrun avec une page active et de bons speedrunners, dont celui qui va nous intéresser, Murphus. Il faisait une partie de bingo sur le jeu et il est parti AFK après avoir mis le jeu en pause. Bon, jusque là c'est pas très intéressant, je vous l'accorde, mais quand il revient, il se rend compte que le jeu a trash. Quand un jeu trash, on ne peut plus faire bouger notre personnage et cela peut s'accompagner de joyeuseté à l'écran. Je pense que certains sont toujours en mode m'en fous, mais la raison derrière ce trash est très intéressante et se cache dans ces étoiles filantes. Alors c'est magnifique, on est d'accord, mais ces étoiles continuent de tomber avec le menu pause ouvert et à force de s'accumuler, le jeu a exécuté une instruction qui a mené au trash. Cela paraît insignifiant comme événement, mais c'est pourtant la première plante d'une gigantesque forêt dédiée à la recherche de l'Arbitrary Code Execution de Paper Mario. L'Arbitrary Code Execution, qu'on va abréger en ACE pour le reste de la vidéo, permet aux joueurs de rentrer du code dans le jeu et de le faire exécuter en pleine partie. En gros, le joueur devient littéralement un développeur de jeu, mais en utilisant uniquement sa manette. C'est la chose la plus puissante de tout jeu vidéo, car nous sommes littéralement un dieu, et la seule chose qui nous retient est l'imagination. Pour vous donner un exemple, Super Mario World possède un Ace, et un joueur a réussi à attraper Pong et Snake grâce à un ordinateur. Ce n'est ni un montage ni une remake, c'est vraiment avec le moteur du jeu. Et je pense que vous réalisez à quel point l'Ace est juste broken. En plus, dites-vous que l'exploit a été fait sur Super Mario World, un jeu 2D sorti sur Super Nintendo en 1990, alors que Paper Mario est un jeu 3D qui tourne sur Nintendo 64. Donc le potentiel de ce qu'on peut faire est encore plus fou. Maintenant, le souci c'est qu'il faut trouver un Ace sur Paper Mario, et c'est très loin d'être une mince affaire. Heureusement, deux personnes du nom de Mr. Cheese et Renchus s'associent pour trouver l'arme la plus puissante de ce jeu. Vous voyez la raison derrière le trash de Murphus que je vous ai expliqué plus tôt? En fait c'est eux qui l'ont trouvé, et c'est plus précisément au bout de la 97e étoile filante que le jeu a trash. Ces étoiles filantes sont pour le programme dans la console des particules effect, et le jeu ne peut afficher que 96 particules en même temps. Et avant le 97e, le jeu exécute des instructions. Ce bug s'appelle le particle storage et il est très important dans cette vidéo, car grâce à ça, on peut exécuter des instructions et donc faire du ace. Comme plus tard, Renchus a découvert que le particle storage pouvait être réalisé partout dans le jeu, on pourrait croire que tout est parfait, car on a réussi à faire ce qu'on voulait. Mais le code exécuté n'est pas du tout contrôlé par le joueur. Comment faire pour que le jeu exécute le code que je veux ? Et bah il y a une solution, mais cette solution est un gros problème. Et pour vous expliquer c'est quoi le souci, on va faire une analogie avec GeoGuessr. On dirait que cela n'a aucun sens, mais sans me vanter, je pense que la comparaison est très pertinente, vous allez voir. GeoGuessr n'a pas besoin d'être présenté. Des dizaines de vidéos parlent du jeu, mais ce qui m'intéresse c'est le but de ce jeu, c'est-à-dire atterrir dans un endroit aléatoire sur Terre et trouver le lieu de spawn. Vu la difficulté de l'épreuve, il est normal d'avoir de la marge. Même si on n'a pas trouvé la bonne ville, si on est dans le bon pays, on gagne beaucoup de points. Ils sont tous partis là-bas après, hein. C'est la méta, hein. Les nazis sont tous allés en putain d'Argentine après, hein. C'est la méta, hein. Maintenant, imaginez une version de GeoGuessr où pour gagner, vous devez trouver le lieu exact de l'endroit où vous êtes. Et quand je dis exact,
c'est au mètre près, alors qu'il y a la planète Terre comme terrain de jeu. Vous n'avez que votre cerveau et votre culture générale face à l'immensité du monde ouvert à vous. Même les plus surentraînés n'y arriveraient pas. Mais pour parfaitement contrôler le code exécuté dans Paper Mario, il faudrait trouver ce lieu exact en plaçant parfaitement les coordonnées de Mario au bon endroit. Cette fois, on n'est plus au mètre près, mais on est à 0,0000012 unités près. Ah oui, j'oublie un zéro. J'espère que vous m'en voulez pas. Non, en vrai, plus sérieusement, je pense que vous comprenez pourquoi c'est un énorme problème. Sachant qu'il y a aussi d'autres soucis à gérer, comme les adresses mémoire et les matrices. Mais bon, là, j'ai fait qu'un an d'informatique au lycée, donc je veux même pas tenter de larper devant vous. Ça a l'air d'être la fin, mais heureusement, un nouveau personnage rejoint la team, et il se nomme Frey, le GOAT de l'équipe. Frey est un glitch hunter de Paper Mario, et il a créé des mods pour Smash 64. Donc il a l'habitude du langage de programmation des jeux Nintendo 64. En utilisant l'arbre de la salle du roi Goomba, Frey a découvert que Mario peut modifier sa hauteur et donc le nombre de coordonnées disponibles a grandement augmenté. Pour faire un exemple, c'est comme si vous cherchiez quelque chose dans une maison, mais vous n'aviez accès qu'au rez-de-chaussée. En débloquant le premier étage, votre zone de recherche a été agrandie, et c'est exactement la même chose pour notre Frey. Sauf que le nombre de coordonnées disponibles se compte en millions. Après des millions de tests, les coordonnées qui permettent d'atteindre les bonnes adresses mémoire ont été trouvées, mais pour placer Mario à ces endroits-là est d'une précision chirurgicale, même avec l'aide d'un ordinateur. Je vous rappelle que la marge de manœuvre est ce nombre-là. Mais heureusement, de chez heureusement, la caméra de cette salle permet de simplifier le processus, et c'est bon, le S peut être utilisé pour atteindre les traits dits du jeu. Pour résumer les dernières minutes de la vidéo, les Glitch Hunters ont découvert qu'on peut exécuter des instructions au jeu à cause d'un grand nombre de particules à l'écran. Pour contrôler les instructions envoyées au jeu, il fallait que Mario soit parfaitement placé à certains endroits. La salle du roi Goomba est utilisée pour les recherches, et grâce à son environnement, on peut contrôler les instructions envoyées. Les Glitch Hunters ont pu donner comme instruction d'atterrir directement au trait dit, montrant qu'ils peuvent contrôler le jeu, mais il reste encore un souci. Tout ce que je vous ai montré jusque-là est TAS Only. Un TAS, ou Tool Assisted de Speedrun de son nom complet, est une manière de réaliser un speedrun avec des touches programmées à l'avance grâce à un logiciel. Grâce à ça, on peut parfaitement contrôler l'angle du stick au 2 degrés près, on peut appuyer autant de fois qu'on veut sur un bouton à la seconde, et dans certains cas, nous pouvons manipuler l'aléatoire. Par exemple, sur Paper Mario, Frey utilise les inputs affichés à l'écran ici pour contrôler Mario et le positionner correctement. Comme le Ace demande de positionner Mario à ce nombre près, seul le TAS peut le réaliser et même avec un TAS, c'est loin d'être simple. Mais cependant, un nouveau setup a été découvert par Renchus, le même mec qui a découvert le Particle Storage. Et ce setup permet de créer énormément d'effets visuels d'un coup en utilisant le menu du jeu. Ce nouveau bug qui sera crucial dans la vidéo s'appelle le menu storage, et il submerge le code qui est censé s'exécuter. Par coïncidence, cela permet d'atteindre un timer inactif. Si on le laisse atteindre cette valeur, ce qui correspond à environ 69 secondes, et oui, ce n'est pas une blague, nous pouvons atteindre l'Expansion Pack. L'Expansion Pack est un dispositif qui permet à la Nintendo 64 d'avoir plus de RAM. C'est exactement comme les barrettes de RAM qu'on met dans les PC, et c'était obligatoire pour certains jeux. Comme Paper Mario n'a pas besoin de l'Expansion Pack pour être joué, le jeu trash car il n'y a aucun code à exécuter dans le dispositif. Le seul souci, c'est que l'Expansion Pack ne contenait pas de données utiles pour Paper Mario. Mais s'il y avait des trucs intéressants dedans, peut-être que le jeu va les lire et les exécuter. Pour vérifier cette hypothèse, il va falloir faire un truc qui en apparence n'a absolument aucun rapport, mais qui est crucial pour comprendre le speedrun que je vous ai présenté au début. On va devoir parler de Zelda Ocarina of Time. Ouais, je sais que ça n'a aucun rapport avec Paper Mario ou même avec le reste de la vidéo, mais comme vous avez vu dans l'intro, ce jeu est apparu dans cette run et ce n'est pas du hasard. Bon, je pense que Zelda Ocarina of Time n'a pas besoin d'être présenté. Ce jeu a révolutionné le jeu vidéo à sa sortie et est considéré comme étant l'un des plus grands jeux de l'histoire. En plus de ça, Ocarina of Time a été le centre de recherche de nombreux speedrunners à travers le monde, depuis bientôt 30 ans. Au fur et à mesure que les années avancent, on se rend de plus en plus compte que ce jeu est un magnifique gruyère. Beau de l'extérieur avec son programme très bien construit d'apparence, mais troué à l'intérieur
avec les nombreux bugs qui ont été surutilisés par les speedrunners. Mais tout ça, tout ce que je vous ai montré, n'arrive même pas au petit doigt de celui que je vais vous présenter, et il se nomme le SRM, ou de son vrai nom, le Style Reference Manipulation. De tous les bugs que je vous ai montrés en vidéo, c'est de très loin le plus compliqué de ma chaîne. Même certains speedrunners ne le comprennent pas entièrement, et comme vous n'avez pas tous bac+8 sur les bugs d'Ocarina of Time, je vais vous faire une image pour que vous puissiez comprendre le principe de ce glitch. Imaginons on a Mario, Daisy et Peach qui veulent dire au revoir à Luigi qui part chasser des fantômes. Pour ne pas gaspiller du papier, ils écrivent tous leurs messages sur la même feuille et chacun a sa ligne pour écrire sa phrase. Mario veut écrire « Bonne chance » et il n'a pas de problème de place. Daisy veut écrire « Au revoir mon amour » mais elle n'a pas assez de place malheureusement. Elle peut soit retirer les lettres en trop, donc sa phrase n'aura aucun sens, ou soit écrire sur la ligne de Peach. Elle décide d'empiéter sur la ligne de Peach, et maintenant Peach a un problème. Soit elle écrit son message à côté de celui de Daisy, du coup il n'aura aucun sens, ou soit elle écrit par-dessus la phrase de Daisy, et Daisy sera pénalisée. Dans tous les cas, la lettre ne sera pas lisible, et c'est à peu près comme ça que se déroule le Style Reference Manipulation. En posant des données là où elles ne devraient pas être, vous corrompez la mémoire du jeu et il se passe n'importe quoi. Je ne vais pas plus rentrer dans les détails car j'ai rien compris à la suite, vous m'en parlez. Avec ce que je vous ai expliqué, vous pouvez comprendre que le SRM peut toucher aux choses internes du jeu exactement comme le menu storage de Paper Mario, et que donc on peut atteindre l'expansion pack, pile à l'endroit où on s'était arrêté avec le jeu précédent. La dernière étape à mettre en place est la connexion entre les jeux. Ok, l'expansion pack rempli grâce à Ocarina of Time peut impacter Paper Mario, mais pour changer de jeu, il faut éteindre la console. Il n'y a pas de câble permettant de relier deux Nintendo 64, et une fois la console éteinte, la mémoire vive et l'expansion pack se vident. Au bout de 10 secondes, petite particularité des premières versions de Nintendo 64, les données de la console sont conservées pendant 10 secondes après sa mise hors tension, et si entre temps on lance un nouveau jeu, les données du précédent jeu peuvent influencer le jeu lancé. Ce principe-là se nomme le Stop and Swap et il a été popularisé par Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie, deux jeux Nintendo 64 qui devaient être connectés par le Stop and Swap, mais qui n'ont pas pu l'être pour des raisons compliquées. Mais cette technique, initialement pensée pour ces deux jeux, peut potentiellement être utilisée pour tous les jeux de la Nintendo 64, dont Ocarina of Time et Paper Mario. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Que vous ayez répondu oui ou non, on s'en fout car nous allons enfin lancer la run teasée depuis 10 minutes car vous avez toutes les cartes en main pour pleinement comprendre la vidéo. Bienvenue au plus grand marathon de speedrun de l'histoire, la Games Done Quick, ou GDQ. C'est un événement se tenant tous les 6 mois depuis plus de 10 ans où pendant une semaine, des speedrunners se réunissent pour finir des jeux et surtout pour récolter des dons afin d'aider des familles en difficulté dans le monde. D'ailleurs, malgré les événements festifs de ces dernières semaines, il ne faut pas oublier les peuples opprimés à travers le monde et qui méritent notre soutien et notre humanité. Cœur sur eux et merci aux gens qui œuvrent dans leur survie. Pour en revenir à la GDQ, la run qui nous intéresse est déroulée en été 2021 et a été faite par J-Cog, une speedrunneuse de Paper Mario qui a obtenu de nombreux records, dont le WR il y a quelques mois en any%. Si j'ai dit une speedrunneuse à la place de un speedrunner, c'est parce que J-Cog est aujourd'hui une femme transgenre, et pour ne pas lui manquer de respect, je l'appelle au féminin, même si dans les vidéos que je vais vous montrer, c'était un homme, donc c'est normal si je parle au féminin au lieu du masculin. Le spectacle commence sur du Ocarina of Time. Oui, c'est tout à fait normal, vous en faites pas. Il faut d'abord faire le SRM sur OOT avant de lancer Paper Mario. Le début est comme dans un playthrough d'Ocarina of Time. Link part directement récupérer l'épée Kokiri cachée dans un coffre et achète un bouclier Mojo avec 40 rubis. Si Link a besoin de tout ça, c'est pas que pour faire le premier donjon, mais aussi pour que le Kokiri Mido nous débloque la route. A partir de maintenant, fini de rigoler car il est temps de passer aux choses sérieuses et préparez-vous, ça va être très cardio. Avant de commencer à effectuer le SRM, il faut faire plusieurs choses avant. Il faut déjà classer la mémoire vive pour que les bons éléments soient au bon endroit. C'est exactement comme une chambre. On essaye de bien ranger les affaires au bon endroit pour bien dormir, et dans Ocarina of Time, c'est exactement pareil. Cette étape est obligatoire pour que le jeu ne trache pas après avoir corrompu la mémoire. On dirait que J-Cog est en train de faire n'importe quoi, mais tout ce qu'elle fait est parfaitement calculé pour placer exactement les éléments de la RAM là où on veut. Notamment, elle charge la zone des ennemis et décharge la zone de Mido. Puis elle fait le processus inverse
et refait la même chose. Après ça, elle fait 2 bugs de caméra, le Return A et le Walking While Talking, pour enfin activer le SRM en portant ce caillou. À cause du Walking While Talking, la caméra est très en arrière, mais le caillou est déchargé et Link peut enfin exécuter le SRM, c'est-à-dire manipuler les données périmées du caillou. Une fois revenu dans la zone de Mido, J-Cog va lâcher le caillou à un angle précis, mais quand je dis précis, c'est vraiment très précis, au 2 degrés près. Le tout sans utilisation de la caméra, car à cause de tout le bazar foutu, le bouton Z ne permet plus de target. Maintenant, le jeu est devenu bizarre. On pourrait croire que c'est fichu, mais c'est bon. Le SRM a fonctionné et des données ont été envoyées à l'expansion pack. Après ça, il est l'heure de passer à Paper Mario en utilisant le Stop and Swap dont j'ai expliqué le fonctionnement plus tôt. Le début du jeu est le même que dans un playthrough. Mario reçoit une lettre de Peach l'invitant dans son château, et il part la rejoindre. Malheureusement, elle s'est fait capturer par Bowser et un combat entre lui et Mario commence. Contrairement aux autres combats, Mario se fait éteindre par Bowser. Après ça, il se fait balancer du château de Peach et s'ensuit une longue chute avant que Mario ne tombe proche du village Goomba qui est la première zone du jeu. À peine rétabli de ses blessures, il part chercher un marteau pour commencer son aventure. Après que Mario quitte le village, il se fait mêler par 2 gros Goombas qui pensent être les boss du quartier, mais ils se sont fait incendier par Mario en 4K Full HD. Enfin, en 360p du coup. Ils sont partis chercher leur daron, le roi Goomba. Même avec l'arrivée de papa, ils se sont fait bolos mais d'une puissance, on n'a pas vu ça depuis Quentin Kirk. Ok, on a bien rigolé, mais là maintenant J-Cog va sauvegarder car le clou du spectacle approche. Vous vous souvenez du menu storage que vous ai présenté plus tôt ? Vous avez le droit de dire non, c'est normal. Pour rappel, il faut charger des particules pour submerger le code et être très minutieux car la moindre poussière Vichy en plus peut tout foirer. Maintenant, il faut attendre 69 secondes. C'est tout à fait normal que le jeu trash, car il a lu les données instruites dans l'expansion pack. Maintenant que le jeu a relancé, il ne reste plus qu'à prier qu'il n'y ait pas eu d'erreur. Oh, there we go. And Nice. time. Credits. Let's go. Oh my god, that went so well. That was actually amazing. Very solid. Oh wow. So yeah, that's the end. Exactly how you played it at home, right? Honestly, I feel like I don't even know what there is to say at this point. It's like it's just amazing that this works. There's so many things that just went right for this to happen. Oh my god. Yeah, the fact that this works is immensely lucky. I would not recommend doing this at home. You're not supposed to do that. So don't try it at home unless, I don't know, I'm not your dad. Félicitations aux personnes derrière cette prouesse exceptionnelle. Mais j'aimerais surtout applaudir aux Glitch Hunters derrière leur travail formidable. Ce qui m'a réellement touché derrière ce speedrun, c'est que des personnes qui n'ont pas grand chose en commun ont pu coopérer pour aller au-delà de ce qui est imaginable. Il y en a, ils ne connaissaient rien en informatique, ou pire, n'avaient presque jamais touché à Ocarina of Time. Mais ce travail d'équipe a pu former des liens entre des communautés différentes et a pu créer le chef-d'œuvre devant vous. Grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Même si elle n'était pas très longue, elle était assez compliquée à réaliser. Mais j'espère que vous avez compris au moins l'essentiel sur le Any% Stop and Swap. Cependant, après la SGDQ 2021, de nouvelles techniques sans Ocarina of Time ont pu permettre de terminer Paper Mario en utilisant toujours les bugs présentés précédemment, mais en allant bien plus loin dans l'aventure. Nous avons donc maintenant le Any% Ace, et l'ancienne méthode est maintenant placée au fin fond des catégories du jeu. Malgré ça, le speedrun de la GDQ restera toujours un trésor façonné par la main de passionnés et est bien plus qu'une prouesse informatique, mais une grande aventure poétique.